Donc, ce que je disais, c'est que l'escalade n'a jamais été aussi populaire. Au Québec, on a la chance d'avoir accès à des dizaines et des dizaines de sites d'escalade de roches puis de glace. Puis on ne se rend pas toujours compte qu'avant à nous, mais il y a des gens qui ont développé ces sites-là, qui ont été passionnés par l'ouverture de voies, puis qui ont souvent eu de grandes réalisations avec des moyens qui sont plus modestes que ceux des grimpeurs d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire ensemble ce soir, c'est une espèce d'hommage à ces bâtisseurs-là. Je vous invite à un voyage dans le temps. On va retourner une centaine d'années en arrière, puis on va faire un survol de l'histoire de l'escalade au Québec, l'escalade de roche, l'escalade de glace. C'est un sujet qui est vaste, qui est super passionnant. Dans le fond, le livre Roche, glace et fleurs de lysée, il y a au-dessus de 300 pages, puis c'est bourré de photos, donc je ne peux pas vous parler de toute l'histoire en 1 heure. J'ai choisi 10 moments marquants en ordre chronologique. Donc, puis juste avant, je vais vous présenter ce qui m'a amené, moi, comme grimpeur, à m'intéresser au sujet puis à me lancer dans des recherches pour écrire un livre comme ça. Donc, Roche, glace et fleurs de lysée. Je suis moi-même un grimpeur, je suis passionné d'escalade depuis 2005. J'ai touché à peu près tous les styles d'escalade, bloc, escalade sportive, glace et compagnie. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect aventure et découverte de l'escalade. Je suis un grimpeur de trad, comme on dit, d'escalade traditionnelle. Puis, qu'est-ce qui m'a mis sur la piste, en fait, des pionniers de l'escalade au Québec, c'est après quelques années, j'ai développé un intérêt pour ouvrir des nouvelles voies. Donc, ce qu'on voit ici, c'est caché derrière les arbres, c'est une grande falaise qui s'appelle le Gros Bonnet, dans les régions de Portneuf, près de Québec. Puis, c'est une falaise où des amis et moi nous sommes lancés à l'aventure. Il n'y avait pas de documentation, pas de voie existante. Sur un espace de quelques années, on a ouvert différentes voies. C'est quelque chose que j'ai trouvé super excitant. J'ai eu une forme de buzz créatif à trouver mon chemin comme ça sur une falaise vierge. Donc, pour certaines personnes, c'est la musique, d'autres, c'est la peinture, mais pour moi, j'ai vu qu'il y avait vraiment un aspect artistique et créatif dans l'exploration de falaise. Puis ce qui arrivait, c'est que de temps en temps, mais on pensait être sur une voie complètement nouvelle, puis on trouvait une trace de passage. Ça pouvait être un vieux piton, un vieux coin de bois, ou de l'équipement qu'on n'utilise plus depuis des dizaines et des dizaines d'années réellement. Puis c'était toujours très mystérieux. On n'avait aucune information sur d'où venait ce piton-là, par exemple, qui avait bien pu placer ça là, puis qui avait pu oser se lancer dans un défi comme ça avec l'équipement qui était beaucoup plus rudimentaire que le nôtre. Donc, l'aventure a commencé au Gros Bonnet. Ça, j'y reviens. Puis, à peu près dans la même période, il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé aux falaises de Charlevoix. Et en particulier, il y avait celle-là, le Cran des Érables. C'est une des plus grosses falaises au Québec. Puis, on n'a plus le droit d'y grimper depuis les années 70. Donc là, il y a comme un grand mystère qui entoure cette falaise-là. C'est la plus grosse au Québec, à peu près. Puis on n'a plus le droit d'y grimper, mais il y a eu une époque dans les années 70 où il y a des pionniers vraiment qui se lançaient à l'aventure sur le Cran des Érables. Puis j'ai rencontré par hasard un homme qui s'appelait Jean Sylvain. Puis Jean, mais dans le fond, c'est un grimpeur de cette époque-là. C'est le premier grimpeur de l'Est du Québec. Quand je l'ai rencontré, Jean avait 80 ans, puis il avait vu ma photo du Cran des Érables, puis il m'a dit « Mais je vais t'en conter, moi, des histoires du Cran des Érables. » Là, c'est devenu super intéressant d'avoir une connaissance privilégiée comme ça. Puis Jean, quand il parlait d'escalade à 80 ans, il avait encore des étincelles dans les yeux parce qu'il parlait des meilleurs moments de sa vie. Puis ce que j'ai appris avec le temps, c'est que dans les années 70, je pense que j'ai une photo de Jean, ça c'est lui, justement, sur le Cran des Érables. Jean, c'était quelqu'un de très charismatique. Puis dans le fond, à son époque, au début des années 60, il a créé le premier club d'escalade dans l'Est du Québec. C'était un rassembleur. Puis ça a été le premier à toucher à peu près à toutes les falaises, lui et son groupe, toutes les falaises de l'Est du Québec. Je parle de Charlevoix, la région de Québec, du Saguenay et compagnie. Puis
Dans les années 70, Jean a publié un livre là, rempli de photos aériennes des falaises au Québec. C'était la première fois qu'il y avait une documentation là, aussi exhaustive. Donc là, c'était super passionnant d'entendre les anecdotes là, de Jean, puis ses histoires, ses réalisations. Un de ses dessins là, à la main. Puis, ben voilà, c'est une photo, le Jean, on le voit ici, à 80 ans. À droite, c'est moi sans barbe. À gauche, Patrick Brouillard là, et puis Charles Lacroix. Patrick a parti d'une compagnie qui s'appelle Passion Escalade, pour ceux qui la connaissent. Donc, c'était une période où il y avait vraiment une fascination le mutuelle entre notre groupe de grimpeurs. Puis, entre Jean était fasciné de nous voir le grimper, de redécouvrir des falaises qui étaient tombées dans l'oubli un petit peu depuis des décennies. Puis en même temps, nous, on était fascinés par ces histoires d'escalade avec de l'équipement primitif, puis avec tout le courage et la détermination qu'il y avait. Une photo de gens au refuge là, qui ont bâti là, dans les palissades. Une autre photo dans le toit des Anges aux palissades. Donc, après Jean, il n'y a pas juste Jean que je connaissais. J'avais rencontré d'autres vétérans, d'autres vieux de la vieille aussi, là, qui me racontaient là, comment ça se passait dans le temps, puis comment ils avaient réussi à grimper des voies difficiles sans l'équipement qu'on a aujourd'hui. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis j'avais commencé là, à recueillir beaucoup d'informations. Puis c'est là que l'idée est venue là, d'écrire le livre Roches, glaces et fleurs d'Elysée. Le livre n'existait pas, pourtant on avait une riche histoire d'escalade au Québec. Puis je me suis senti là, interpellé là, comme un petit peu si j'étais la bonne personne au bon moment pour écrire ce livre-là. Avant le départ là, des pionniers. Donc, j'ai entrepris de faire des voyages dans les différentes régions du Québec pour rencontrer des gens qui avaient contribué là, fortement au développement de l'escalade, chacun dans leur coin de la province. Ici, c'est Bertrand Côté en Estrie, Paul Lapérière là, à Val-David, dans les Laurentides. La photo est sombre ici, mais c'est Stéphane Lapierre. Rôle important, entre autres, en escalade de glace. François-Guy National. Ici, c'est Alexis Roy-Baudet, qui était à l'époque le directeur à la Fédération québécoise de l'escalade, qui m'a ouvert les archives, là, où je me suis mis le nez dans toutes sortes de documents. Donc, je me suis vraiment passionné là, pour aller chercher toute l'information pertinente, là, puis mettre ça sous la forme d'un livre là, pour raconter toutes les histoires que j'avais eu le privilège d'entendre. J'ai voulu en faire un tout intégré puis le partager à la communauté plus large là, de grimpeurs. Un exemple de document d'archives. Donc, en gros, c'est un petit peu le processus là, qui a amené au livre. Ça m'a pris 4 ans. Au total, la dernière année, j'ai été à temps plein dans le projet. J'ai pris une année sabbatique là, de mon emploi régulier comme architecte d'entreprise, puis carrément, j'ai fait de l'écriture et de la recherche là, toute l'année. Donc, on serait rendu au deuxième, en fait, au cœur de la présentation, où on va survoler là, les 10 grands moments de l'escalade au Québec. Ça a été un choix déchirant parce qu'il y a tellement d'événements intéressants dont j'aurais pu vous parler, mais on y va avec 10. Donc, en fait, je ne peux pas faire autrement que de parler du début. Donc, comment ça a commencé l'escalade au Québec? En fait, ça remonte autour des années 1930. Puis ce ne sont pas des gens qui sont nés au Québec là, qui ont été les premiers à grimper sur les falaises du Québec. Parce qu'en fait, à cette époque-là, l'escalade était très associée à l'alpinisme encore, donc à la haute montagne, aux montagnes avec des neiges éternelles, des glaciers, aux Alpes, à l'Ouest canadien, puis tout ça. Donc, il n'y avait pas de Québécois de souche qui pensaient que c'était un sport qui pouvait se pratiquer ici. Puis ça a pris donc des immigrants pour nous montrer nos propres falaises puis nous révéler leur potentiel. Puis la première personne à avoir fait ça, c'est un dénommé John Brett. Donc, John était un ingénieur suisse qui est venu travailler à Montréal à la fin de semaine, mais il allait dans les Laurentides. Puis il faisait du ski de fond à Val-David. Il a vu les falaises qui sont aujourd'hui très connues. Puis oui, c'était un grimpeur aussi. Donc, il avait grimpé dans les Alpes. Puis il s'est dit, on va venir grimper ici. Donc, avec sa famille, mais John Brett en fait, a grimpé les premières voies là, de Val-David. La première s'appelle la Valse. Il a grimpé l'Arabesque aussi. Une fameuse photo de l'aiguille ici là, à Val-David qui a été grimpée un petit peu plus tard
John Brett a créé le premier club d'escalade aussi parce qu'il voulait recruter des grimpeurs pour ça lui prenait des compagnons, là, évidemment, pour grimper. Il voulait faire connaître sa passion. Un autre immigrant, ici, c'est Julien Labedan, qui est déguisé en Napoléon. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, ils sont un groupe d'amis, il y avait du fun. Julien Labedan, lui, est arrivé quelques années après John Brett, puis il a créé lui aussi un club francophone, le club de montagne canadien. Puis c'est un club là, qui a eu énormément d'influence dans le développement de l'escalade dans la grande région de Montréal, dans les Laurentides. Donc, il faut souligner là, la part de Julien Labedan. Julien s'était intéressé aux falaises du Saguenay aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, des origines, on passe maintenant aux premiers Québécois de souche, aux personnes nées au Québec là, qui ont grimpé très activement. Puis, il y a deux noms qu'on retient, c'est celui de Bernard Poisson puis celui de Claude Lavallée. Donc, ça a été... c'est des noms qu'on voit dans les topos encore aujourd'hui, dans les descriptions de voies d'escalade, quand on regarde ce qui se passait à Val-David, à Weir, au Mont-Saint-Hilaire, mais c'est des noms qui reviennent souvent. Un petit mot sur l'équipement, c'est une photo d'époque de Bernard Poisson. Puis en fait, il n'y a rien dans son équipement qui est aussi sécuritaire ou qui ressemble à l'équipement qu'on porte aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas de harnais, la corde est enroulée autour de la taille. C'est une corde de chanvre qui pourrait peut-être déchirer dans le cas d'une chute. Il y a un marteau dans la poche arrière. On n'utilise plus ça là, trop aujourd'hui, sauf dans des conditions très particulières. Des bottes rigides au lieu des chaussons. C'est vraiment une autre époque, mais ils grimpaient sur les mêmes falaises que nous, puis souvent des niveaux là, respectables. Ici, c'est une photo de Claude Lavallée, là, qui est un grand athlète naturel qui a fait beaucoup là, aussi pour le développement de l'escalade au Québec. C'est entre autres un des cofondateurs là, de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Une photo d'une corde qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Juste un petit mot pour ceux qui connaissent Val-David un petit peu. Là, il y a plusieurs falaises là-bas, puis il y en a une qui s'appelle le Mont King. Au Mont King, il y a un grand toit, un toit de roche. Le toit est fissuré, puis il y a une voie qui passe là qui s'appelle le toit de Ben. Puis si vous tapez toit de Ben là, dans Google, vous allez voir des gens qui la grimpent en libre, là, ça passe en 5-13. Mais en fait, Ben, c'est lui, c'est Bernard Poisson. Donc lui, il a grimpé en escalade artificielle qu'on appelle avec des étriers ou des genres d'échelles de cordes, avec des coins de bois aussi qui venaient marteler dans la fissure. Donc, si vous allez là, dans le coin là, dans des Laurentides, là, vous allez voir ces noms-là beaucoup, le Bernard Poisson puis Claude Lavallée. Donc, une photo rapprochée là, justement de Bernard Poisson dans son étrier. C'est ce que je vous disais, une échelle de corde. Ça, c'est une autre photo. Une autre photo d'époque aussi. On voit le marteau qui pend ici. C'était vraiment pas aussi sécuritaire qu'aujourd'hui. Ici, ce qu'on remarque, c'est que le grimpeur est au-dessus d'un toit. Puis, s'il y avait une protection, elle a décroché. Là, donc, la personne est en solo, là, encordée. Là. Numéro 3. Je vous ai parlé un petit peu des falaises du Saguenay. Puis, en fait, au Québec, les grandes falaises sont toutes loin à l'est de Montréal. On en trouve dans Port-Neuf, Charlevoix, Saguenay. Donc, si les falaises de Val-David font 20-30 mètres de haut, on trouve des falaises de 200-300 mètres dans la partie plus à l'est du Québec. Puis la falaise qui est la plus emblématique ou la plus spectaculaire, si je peux dire, au Québec, mais on pense souvent au Cap Trinité. Donc, le Cap Trinité, mais c'est sur le fjord du Saguenay. C'est une falaise là, taillée par des glaciers qui plongent directement dans l'eau, comme ça. Puis, ce que j'ai remarqué là, quand j'ai fait mes recherches, c'est que vraiment, à chaque décennie, là, les meilleurs grimpeurs de chaque génération allaient au Cap Trinité avec l'espoir d'ouvrir une nouvelle voie. C'était vraiment là que ça se passait. C'était un petit peu l'Everest québécois, puis ça l'est encore aujourd'hui.
C'est une falaise qui n'est pas facile encore aujourd'hui. Répéter une voie au Cap Trinité, c'est une super belle réalisation, c'est pas évident. Donc là, c'est vraiment intriguant de savoir comment, avec des moyens là, rudimentaires, là, les grimpeurs de l'époque ont réussi à relever un défi comme ça. Puis il y a toute une anecdote là, pour la première ascension du Cap Trinité, parce qu'en fait, il y avait une rivalité, il y avait une course. Je vous parlais de Jean Sylvain, de mon ami Jean, tout à l'heure, qui, lui, dans les années 60, a fait plusieurs tentatives au Cap Trinité infructueuses. Il a essayé à gauche, au milieu, à droite, puis il n'y a rien qui passait. C'était trop vertical, il y avait trop de toits, c'était trop engageant, trop dangereux. Puis après plusieurs années d'essais, à un moment donné, ils ont trouvé une ligne de faiblesse là, à droite de la face principale. Puis son ami et lui, en fait, sont retournés là, plusieurs fois, plusieurs fins de semaine de suite. Et à chaque fin de semaine, ils grimpaient un petit peu plus haut, puis ils laissaient des cordes sur la falaise, qu'on appelle des cordes fixes. Comme ça, quand ils revenaient à leur visite suivante, c'était possible de retourner au point le plus élevé, puis sans avoir à tout grimper là, intégralement. Puis il est venu un moment où Jean était presque rendu au sommet du Cap Trinité, puis il y a eu un gros orage. Donc là, c'était impensable de continuer. Donc les deux grimpeurs sont descendus jusqu'en bas, puis se sont promis de retourner la fin de semaine suivante pour terminer le travail, puis empocher la première ascension du Cap Trinité. Mais entre-temps, il y avait deux Allemands qui étaient en voyage là, au Québec, qui étaient en visite, deux grimpeurs, puis eux ont sauté sur l'occasion, puis en l'absence des Québécois, ils sont venus, en fait, ils ont remonté leur corde fixe. Ils ont utilisé l'équipement qui avait été laissé là, au point le plus haut. Puis quelques jours plus tard, ils avaient complété la voie. Donc, ils ont, si on peut dire, volé la première ascension du Cap Trinité là, en utilisant l'équipement en place d'un groupe de Québécois. Donc, c'est une voie qu'on appelle aujourd'hui la voie des Allemands. Ça existe encore au Cap Trinité. Puis là, évidemment, les Québécois étaient là, très fâchés de ça. Puis ils se demandaient quoi faire là, pour sauver leur honneur ou prendre leur revanche. Puis en fait, quand les Allemands sont arrivés au sommet du Cap Trinité, ça a attiré l'attention médiatique. Donc, puis ils ont dit aux journalistes qu'il y avait aussi une face principale au Cap Trinité qui était beaucoup plus escarpée, beaucoup plus difficile. C'était quelque chose de très futuriste, puis ça ne serait pas fait là, avant des décennies. Donc, ce que Jean Sylvain, puis ses deux compagnons, le grimpeur, André Robert puis Pierre Vézina ont fait, c'est qu'ils ont décidé de piquer à l'orgueil carrément, puis ils ont décidé de grimper une ligne en pleine face du Cap Trinité pour vraiment montrer aux Allemands c'était qui les meilleurs, si je peux dire. Donc, c'est une ligne là, qu'on appelle aujourd'hui la directissime. Ça a pris 12 jours à grimper là, avec des nuits en parois. Ça s'est passé dans les années 60. C'est une histoire absolument là, incroyable, une histoire de cœur, une histoire de rage, une histoire de fierté qui a marqué l'escalade au Québec. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette photo-là ici. Peut-être pour vous montrer les voies qui existent aujourd'hui au Cap Trinité. Photo de Jean Sylvain aux palissades de Charlevoix. C'est là qui est un petit peu leur quartier général. Là. Toute l'âme là, de cette époque-là, on la retrouve encore aujourd'hui aux palissades. Un exemple de voie aux palissades qui a été grimpé là, comme entraînement pour le Cap Trinité. C'est le pilier. Un dessin du Cap Trinité qui a été fait par Jean. Donc, on voit ici la directissime en plein centre. Quelques années plus tard, il y a une autre voie qui a été ouverte là, qui s'appelle la voie Robert Vézina. Puis ce qui est vraiment amusant, c'est que Jean n'a pas dessiné la voie des Allemands. Donc, avant le travail que j'ai fait, en fait, l'histoire documentée d'escalade au Québec s'arrêtait ici. Il y a ce livre-là, Alpinisme au Québec, là, qui a été publié en 1972, si ma mémoire est bonne, qui retraçait là, les débuts jusqu'à ce moment-là. Donc là, ensemble, on va plonger là, dans la suite à partir des années 70. Ah oui, c'est ça que je voulais attirer votre attention là-dessus. Quand j'ai lu Alpinisme au Québec,
André Hébert, c'était un grimpeur, c'était un journaliste de Radio-Canada. Il était très passionné par l'escalade. Puis lui, il voyait là, un grand futur pour le sport parce qu'il savait que Québec a un territoire immense, puis regorge de falaises, puis trésors cachés. Dans son livre, il écrit la publication du présent ouvrage marque les 40 premières années d'alpinisme dans la belle province, alpinisme ou escalade. Là. Devrons-nous attendre à l'an 2012 pour lire le prochain? Moi, quand j'ai lu ça, puis j'étais en train d'écrire le livre, là, je trouvais ça drôle parce que je me sentais visé puis, par cette phrase-là. Puis là, maintenant, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on va devoir attendre l'an 2060 avant de lire le prochain Roche, glace et fleurs de l'Élysée? J'avais parlé à Jean-Sylvain, justement, de mon projet d'écriture, puis quand il m'a dédicacé son livre « Parois d'escalade au Québec », là, il a écrit que j'allais continuer l'histoire de l'escalade au Québec. Je ne pouvais pas lâcher mon projet d'écriture, il fallait que je me rende jusqu'au bout. OK, la suite des moments marquants. Un visage connu, c'est Yvon Chouinard. Donc, Yvon Chouinard, c'est en fait, c'est le fondateur de l'entreprise Black Diamond puis de l'entreprise Patagonia. C'est quelqu'un qui est hyper connu là, mondialement dans le plein air, qui a fait sa vie là, aux États-Unis au complet. Puis Chouinard, vous vous en doutez, il y a des racines québécoises. En fait, ses deux parents sont nés au Québec. Lui, Yvon est né dans le Maine, il ne parle pas français, il a déménagé jeune en Californie. Puis ensuite, il y a eu une grande influence mondiale sur le développement de l'escalade. Puis un petit peu, c'est quoi l'idée maîtresse ici? C'est que quand je vous parlais des marteaux puis des pitons tout à l'heure, un piton, c'est quoi? C'est une pièce de métal qu'on martèle dans une fissure. Puis on clippe un mousqueton, on clippe la corde, puis c'est ce qui est censé nous protéger des chutes ou nous faire progresser. Puis on l'enlève après. Puis en fait, avec le passage répété des grimpeurs, déjà dans les années 70, on remarquait que les pitons détruisaient la roche un petit peu, ça créait des trous comme ça qu'on appelle des pin scars en anglais, je ne sais pas si je peux dire cicatrices là, de pitons. Puis là, les grimpeurs, c'est des gens qui sont quand même conscients de l'environnement, de la nature, puis tout ça, puis ils ne trouvaient pas ça logique de détruire le rocher. Puis c'est là que Yvon Chouinard est arrivé avec des innovations. En fait, à gauche, on voit justement un ensemble de pitons. Puis à droite, mais c'est une nouvelle façon de se protéger contre les chutes. Donc, les bébelles qu'on voit là, il y a des noix, des notes, puis des excentriques. Donc, ça a été développé là, à cette époque-là, dans les années 70, c'était une conscience environnementale en escalade pour pas abîmer le rocher. Puis on a appelé ça le clean climbing. Puis au Québec, mais les Québécois là, ont adopté tout de suite le mouvement rapidement. Donc, du jour au lendemain, on est passé quand on grimpait, on martelait des pitons à placer des protections amovibles, là, puis clean, propres, comme je vous ai montré. Puis c'était un petit peu plus simple aussi de placer ça que de placer un piton. Donc, c'est une époque où le niveau de difficulté a augmenté. La photo qui est ici, pour ceux qui connaissent, elle a été prise au lac Larouche en Estrie. C'est Bertrand Côté. Je vous ai montré sa photo tout à l'heure. Bertrand est un des pionniers là, de l'escalade en Estrie. Il a développé, entre autres, le Mont Pinac, le lac Larouche, puis tout ça. Puis ici, c'est une voie qui s'appelle Liberté, c'est une 5-10 qui a longtemps été, là, à cette époque-là, la voie la plus difficile là, en Estrie. Puis Bertrand, m'en a parlé beaucoup là, de l'influence américaine, puis tout ça. Puis il y a quelque chose qui m'a dit de vous dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une mode, la mode, c'était de porter des pantalons blancs en escalade, des pantalons de peintre. Puis Bertrand, il dit que c'est lui qui a importé cette mode-là au Québec. Donc, je ne sais pas si c'était sérieux, mais c'est vrai qu'on en voyait d'autres. Ici, c'est Paul Lapérière dans une voie à Stoneham, c'est le nid, c'est de mémoire 511+. Puis on voit là, sur son assortiment ici là, de protection propre. Donc, il n'utilisait plus de pitons à cette époque-là. Cette anecdote-là, il faut absolument que je vous la raconte. Tout à l'heure, je vous ai montré un toit, puis je vous ai montré Jean-Sylvain qui, en début de présentation, il y avait un grand toit, il y avait un grimpeur là, suspendu.
le grimpeur était suspendu sur des coins de bois, comme ça. Je ne sais pas si j'ai une autre photo. OK. Donc, c'était l'escalade qu'on appelle artificielle. Il y avait des étriers, des échelles de corde. Puis, il y a cette nouvelle génération-là de grimpeurs qui est arrivée. Puis, il y a eu la nouvelle génération de grimpeurs, mais ils plaçaient des protections amovibles, grimpaient un petit peu plus fort, des niveaux de difficulté athlétique là, supérieurs. Puis, il y a un grimpeur qui était très actif là, à cette époque-là, qui s'appelle Louis Babin. Et Louis Babin, c'était un fort grimpeur. Lui s'intéressait de passer sans étrier aux endroits où les prédécesseurs étaient passés. Puis, c'est ce qu'on appelle le grimper en libre. On utilise juste ses mains et ses pieds. On ne tire pas sur l'équipement. On ne met pas ses pieds dans des étriers. Puis, Louis Babin est allé répéter. En fait, a réussi le toit des anges en libre. Ça donne dans le 5-11 plus, à peu près. Puis, c'était quelqu'un qui avait la réputation d'être un petit peu baveux. Il a enlevé un des coins de bois comme ça. Puis il est allé le laisser au refuge là, des grimpeurs, aux palissades. Puis sur le coin de bois, on peut lire, ce coin de bois était dans la directe des anges. Il a été remplacé par un coincement de pied. Donc, c'est vraiment, il y a une grosse symbolique ici, là, dans le changement de génération, changement de méthode, changement de technologie. C'est vraiment un coup d'éclat. Jean ne trouvait pas ça drôle, lui. 5e moment, on parlait du progrès technologique, mais on va continuer dans la même veine. Je dirais, au tournant des années 80, il y a un nouvel ancrage qui est arrivé. Tout le monde connaît ça aujourd'hui, c'est des bottes ou des goujons, des ancrages fixes, donc qu'on vient placer de façon permanente sur le rocher. Donc, l'idée ici, c'est qu'on vient tout simplement clipper un mousqueton, une dégaine, on clippe la corde. Puis, on n'a pas besoin là, de grimper avec le gros rack, le gros assortiment de protection dont je vous ai montré tout à l'heure. On est plus léger, on peut se concentrer sur les mouvements. Donc, l'escalade devient plus gymnastique, plus sportive un petit peu. À gauche, c'est un exemple d'une vieille plaquette là, qui a rouillé avec le temps. Aujourd'hui, il y a des normes là, industrielles là, qui entourent l'équipement des parois. Mais ça a été très controversé quand c'est arrivé, les bottes, parce que les grimpeurs traditionnels et les vieux de la vieille voyaient ça comme si on était en train de dénaturer le sport. Ça enlevait l'engagement, ça tuait l'aventure. Il y avait tout cet aspect-là là, qui était profondément ancré dans les valeurs des premiers grimpeurs qui risquaient de disparaître avec l'arrivée des bottes. Puis il y a eu une manifestation. C'est Jacques Lamontagne. Donc, Jacques Lamontagne, dans les années 80, s'était déguisé un petit peu ironiquement là, en bolt pour protester contre leur arrivée, parce que lui, c'était un adepte d'aventure, d'engagement, d'escalade traditionnelle, puis il ne voulait pas voir son sport dénaturé. Il voulait pas. Donc, c'est vraiment les passions étaient soulevées là, à cette époque-là. Puis quand j'ai fait le lancement de Roche Glace et Fleurs d'Elysée à Montréal, Jacques Lamontagne était là dans la salle. Puis je l'ai invité en avant à venir raconter c'est quoi l'histoire qu'il y avait derrière le costume. Puis en fait, il m'expliquait qu'il y avait eu un festival d'escalade à Val-David, un certain automne. Puis il y avait un concours d'escalade, puis un concours de déguisement. Puis Jacques disait qu'à cette époque-là, il n'était pas encore très bon en escalade, donc il n'avait pas des bonnes chances de gagner le concours d'escalade, mais il a tout fait pour gagner le concours de costume. Les bottes soulèvent encore les passions aujourd'hui, bien que je dirais que la façon de faire traditionnelle, c'est quand il y a une fissure où on peut poser les protections amovibles. On ne pose pas de bottes, donc les goujons, les bottes sont réservés pour les faces là, qui ne sont pas fissurées. Donc, un petit peu à chacun sa section là, du rocher ou à chacun sa falaise. Puis, il y a bien des nuances, évidemment, là, à ce discours-là, mais je voulais vous dire que ça avait sauvé les passions.
Puis on a vu le niveau de difficulté croître aussi. C'est là, pour les grimpeurs là, qui connaissent les niveaux de difficulté en escalade, c'est là que le niveau 5-13 a été atteint au Québec. C'est la forteresse de la solitude par un grimpeur qui s'appelle François Roy. Donc, peut-être un des grimpeurs les plus forts là, qui a grimpé au Québec dans les années 80. Ici, c'est une voie en fait, il y a un départ là, qui est protégé avec des bolts comme ça, donc très athlétique, très gymnastique. Donc, la technologie a permis au niveau de difficulté de croître. Puis, c'est un petit peu à partir de cette époque-là qu'il s'est mis à avoir aussi différents styles d'escalade. Donc, avant ça, il y avait un grimpeur, c'est un grimpeur, il grimpait de tout. Et à partir peut-être des années 80-90, mais là, il y a eu différents groupes. Certaines personnes ont préféré l'escalade sportive, d'autres traditionnelle, d'autres la glace. Le bloc est arrivé plus tard aussi. Puis, ça, c'est un exemple. C'est assez fascinant, ça. C'est une grande dalle lisse, donc aucune fissure. C'est au Mont Pinacle, en Estrie, pas loin de la frontière américaine. C'est Bernard Mayotte là, sur la photo. Puis là-bas, mais les valeurs, c'est que c'était très important de garder l'engagement, le sens de l'aventure en escalade. Les grimpeurs n'étaient pas prêts à, disons, descendre en rappel puis installer avec une perceuse là, des bolts. Donc, la méthode là, qui a été adoptée là, à une certaine époque là-bas, c'était que c'était correct de poser des bolts parce que le rocher était peu fissuré. Donc, si vous voulez grimper, il fallait en poser. Mais on pouvait le faire là, à deux conditions. La première condition, c'était que, en fait, la bolt devait être posée en tête, donc en partant à partir du bas, ground up, là, comme on dit des fois. Donc, le grimpeur se trouvait une petite corniche, des petites prises de pied. Puis s'il pouvait se libérer les mains mais pour installer là, un ancrage qui serait là de façon permanente, là, il le faisait. Puis la deuxième condition, c'est que c'était interdit d'utiliser une perceuse électrique. Donc, le grimpeur de tête, comme ça, utilisait ce qu'on appelle un tamponnoir. C'est une mèche de perceuse, puis avec un embout. Puis à la main, mais quand on utilise un tamponnoir, on imite le mouvement d'un marteau à percussion. Donc, on donne un coup de marteau, on tourne la mèche d'un quart de tour, on donne un coup de marteau, on la puis ainsi de suite. Donc, ça peut prendre entre 20 et 30 minutes de poser un seul ancrage pendant qu'on est en train de grimper, à sa limite, peut-être dans une situation qui n'est pas très, très sécuritaire, qui est ultra engageante. Mais c'est un exemple que je vous montre pour vous montrer qu'il y a eu quand même une diversité d'une région à l'autre, d'une falaise à l'autre, selon les mentalités. Puis ici, je pense que c'est l'engagement qui a été poussé là, quasiment à sa limite extrême. À peu près au même moment, mais on développait des falaises aussi là, purement en escalade sportive. C'est une des premières photos de Orford en Estrie, qui est une falaise là, il n'y a presque pas de voie traditionnelle. Puis il y a eu en fait un grand développement de voies sportives et des niveaux de difficulté là, importants atteints. C'est Jean-Claude Maurice puis Julien Derry. Là, ce sont les noms qu'on entend quand on pense là, au développement là, initial à Orford. Donc, 6, donc roche, glace et fleurs de lysée. Je vous parle de roche, mais je vous parle de glace aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'escalade de glace au Québec parce que mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. On a un très grand territoire, on a des cascades de glace là, exceptionnelles au Québec. Des photos d'époque. Ici, j'ai été content quand j'ai trouvé cette photo-là. C'est un grimpeur anglais qui s'appelle John Turner, qui a habité là, à Montréal dans les années 50. Il grimpait beaucoup en Nouvelle-Angleterre aussi. Puis cette photo-là, c'est la cascade du Mont King. Donc on revient souvent au Mont King. Puis, selon certaines sources, ce serait la première photo, en fait, la première ascension là, de glace, de water ice, comme on dit là, en anglais. Donc, tu faisais déjà de l'alpinisme en haute montagne sur de la glace alpine. De grimper une cascade de glace là, sur une falaise, là, ce serait le premier ou un des premiers. Là, ça se serait passé ici, là, dans les Laurentides. Au Québec, si je reviens à la photo précédente,
À droite, c'est première ascension de la Congelée aux Chutes Montmorency. Donc, Chutes Montmorency, c'est un joyau qu'on a dans la région de Québec. Mais le moment dont je veux vraiment vous parler, c'est celui de la première ascension de la Pomme d'Or. Donc, on est dans Charlevoix, dans les hautes gorges de la rivière Malbaie. Puis là-bas, il y a des cascades de glace de 300 mètres et plus de haut. Puis sur cette photo-là, il y en a deux. Il y en a une qui est cachée un petit peu à gauche, là, derrière un grand pilier de roche qui s'appelle la Loutre. Puis la cascade là, qui est très fournie, qu'on voit là, puis qui est extrêmement haute, c'est la Pomme d'Or. Puis il y a deux grimpeurs, Claude Bérubé, puis Mathieu, Mathieu, c'est le nom de son fils, Régis Richard et Claude Bérubé sont allés grimper la Loutre après plusieurs tentatives là, vers la fin des années 70. Ils ont dormi en paroi, là, un bivouac là, improvisé avec pas de sac de couchage. Puis ils ont fini par se rendre en haut le lendemain. Donc, c'était un moment là, de gloire. Puis Claude et Régis là, grimpaient de temps en temps en Nouvelle-Angleterre. Donc, ils disaient aux grimpeurs de North Conway, là, vous devriez venir grimper au Québec. On a des belles cascades de glace. Puis il y a deux Américains, en fait, qu'ils ont pris c'est au pied de la lettre, puis ils sont venus. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, c'est déneigé, là, on peut se rendre en voiture dans les Hautes-Gorges, mais à l'époque, ça a représenté 4 jours de marche dans la neige là, pour les Américains, juste pour se rendre au pied du mont de l'Équerre. Le mont de l'Équerre, c'est la falaise qu'on voit ici. Puis les Américains, là, en fait, ont été les premiers à grimper là, la Pomme d'Or qui est devenue célèbre. Puis c'est une des voies là, qui fait, je dirais, la notoriété internationale du Québec en escalade de glace. Il y a des grimpeurs là, qui viennent de l'extérieur spécifiquement pour grimper cette voie-là. Puis pourquoi Pomme? C'est juste Pomme d'Or, c'est la cascade est dorée, puis comme c'est des Américains, Golden, dans le fond, c'est un clin d'œil à la grosse pomme qui est le surnom là, de la ville de New York, la Pomme d'Or. Il faut que je salue ici Stéphane Lapierre. Ça, c'est un autre lancement de livre, celui du premier guide là, des cascades de glace du Québec. Stéphane Lapierre, puis le co-auteur Jean-Claude Maurice. En fait, la découverte de la Pomme d'Or, ça a donné le goût aux grimpeurs de glace là, de continuer à explorer le Québec pour trouver la prochaine Pomme d'Or. Puis il y a toute eu une effervescence, une course aux nouvelles cascades de glace à cette époque-là. Les vallées là, profondes de la côte nord ont été explorées. Il y a énormément de grandes falaises là, où coulaient, où se figeaient de grandes cascades qui ont été découvertes. Puis Stéphane Lapierre, qui est le grimpeur, lui, d'abord, il a fait plusieurs premières ascensions, mais il a aussi fait un travail de moine là, pendant des années, puis il continue encore aujourd'hui. Il a documenté là, tout le Québec, en fait, les cascades de glace du Québec. Il y a un livre qui s'appelle On est rendu. En fait, il y a eu 2 éditions, puis maintenant, on trouve des mises à jour là, gratuites en ligne. Mais pour documenter l'escalade de glace au Québec, là, Stéphane Lapierre a joué un rôle là, absolument incroyable. OK, numéro 7. Ici, je vous parle d'escalade mixte. Quand je dis mix, ce que je veux dire, c'est rocher et glace. Il y a un autre site au Québec qui a ajouté à la notoriété de la province là, en escalade hivernale, c'est celui de Pont-Rouge, près de la ville de Québec. Donc, Pont-Rouge, c'est un canyon, il y a une rivière qui passe là. De chaque côté là, de la rivière, mais il y a de la glace suspendue comme ça. Certains se rendent au sol, d'autres non. Puis les grimpeurs de glace, on se trouve ici dans les années 90. Là, des années 90, mais c'est devenu populaire l'escalade de glace. L'équipement au niveau des piolets est devenu plus ergonomique que c'était avant. Donc, pour quelqu'un qui grimpait très régulièrement de la glace en hiver, c'était plus un défi impossible là, de grimper de la glace complètement verticale. Ça prenait des nouveaux défis. Puis donc, c'est un petit peu là que ce nouveau sport-là a été inventé là, de grimper en partie sur la glace, en partie sur la roche, puis de se créer comme ça des itinéraires là, qui sont créatifs, qui sont multimédia. Puis il y a eu un boom, il y a eu une mode, puis il y a eu un festival aussi, le Festiglace.
Festiglas, c'est une compétition d'escalade internationale festive. Donc, il y avait des athlètes internationaux qui sont venus pendant 10 ans à Pont-Rouge pour rivaliser. Puis le soir, ben, des conférences, des gros parties. Puis ça a continué, ça a renforcé là, la position du Québec là, sur la map au niveau de l'escalade hivernale. Puis en passant, le Festiglas a fait un retour là, dans les dernières années. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient nostalgiques là, de cette époque-là sportive et festive qui ont ramené là, le festival. Une photo ici, là, justement, d'une des premières voies là, en escalade mixte qui a été développée à Pont-Rouge. C'est un grimpeur qui s'appelle Serge Angelucci. Puis on voit ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de glace, donc il faut accoter les piolets. Sur les tablettes, c'est précaire. C'est moins solide que de le piquer là, directement dans la glace. Donc, si je vois bien, Serge est en train de faire un mouvement ici directement avec sa main. Donc, il y a vraiment un mélange là, de techniques. Ensuite, 8e sur 10. Je vous reparle du Cap Trinité. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la distinction entre l'escalade artificielle et l'escalade libre. Tous les deux ont leur mérite. À l'époque, les pionniers, quand ils exploraient là, les grandes parois, puis ils grimpaient des toits, là, vraiment avec une mentalité d'exploration, ils grimpaient le plus vite possible. Mais quand on dit le plus vite possible, quand c'est des mouvements là, qui leur paraissaient impossibles, ils sortaient leurs étriers. C'est comme ça qu'on pouvait franchir, là, par exemple, des passages qui étaient complètement verticaux ou qui demandaient là, des habiletés athlétiques là, qui relevaient quasiment de l'acrobatie. À cette époque-là, on se posait, quand je dis à cette époque-là, peut-être dans les années 70 ou 60, on ne se posait pas la question et on y allait en escalade là, artificielle, puis c'est comme ça qu'on fonctionne sur les grandes falaises. Je vous ai aussi dit qu'il y a avec l'arrivée des notes, des excentriques, des protections mécaniques aussi un petit peu plus tard, mais les grimpeurs ont pu, je dirais, élever le niveau de difficulté puis commencer à grimper en libre des passages là, qui apparaissaient impossibles là, aux générations précédentes. Puis donc on a vu ça sur des plus petites falaises pour commencer. C'était juste une question de temps avant que les grands itinéraires là, intimidants là, sur les grandes falaises, mais soient à leur tour là, grimper en libre. Donc, le Cap Trinité, là, une espèce de falaise ultra spectaculaire, aventureuse là, au Québec. Ce que j'avais comme information, c'est qu'elle avait été grimpée en libre en 1989, ici, PAL, première ascension libre, Serge Angelucci, 1989. Mais même si ça faisait des années que je grimpais, je n'avais jamais entendu l'histoire de cette première ascension-là. Puis ça m'apparaissait étrange parce que c'est quand même un grand moment, un grand tournant. Puis Serge Angelucci, mais c'est quelqu'un qui est né là, à Saint-Léonard, à Montréal, puis dans sa vingtaine, il grimpait là, à temps plein pendant des longues périodes. Mais c'est aussi quelqu'un de très discret, très modeste. C'est difficile des fois d'avoir de l'information. J'ai été très heureux là, à m'amener de fil en aiguille. J'ai réussi à parler à Serge qui m'a raconté là, l'histoire de la première ascension du Cap Trinité en libre. C'est super fascinant. Là. Serge n'était pas dans le milieu du tout de l'escalade au Québec. Il grimpait dans l'Ouest canadien là, en 1989, puis il est venu voir sa mère une semaine ou deux là, en été. Puis avec un autre grimpeur, mais ils sont arrivés au Cap Trinité sans avoir aucune information, aucun topo, rien. Puis Serge, c'est quelqu'un pour qui l'engagement était important. Donc pour lui, il commence en bas, mais il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas en haut. Donc il savait qu'il y avait déjà eu des tentatives. On lui avait dit que ça passerait à peu près par cet itinéraire-là qui s'appelle la vire du curé d'Alaire. Puis Serge, très en forme, là, mais a réussi. Je ne sais pas s'il savait lui-même, mais a réussi la première ascension libre au Cap Trinité.
en 89 pour qu'à peu près personne n'en entende parler. C'est une photo justement de Serge Angelucci. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je parle souvent d'artifs, d'escalade artificielle. Ici, est en escalade artificielle dans les gladiateurs, une voie du Cap Trinité, où il y a une section où il n'y a absolument aucune prise, c'est complètement lisse. Donc, qu'on s'appelle Serge Angelucci ou non, on doit passer là, avec des étriers là, dans cette section-là. Il y a eu, après ça, dans les années, décennies qui ont suivi, mais de nouvelles ascensions là, en libre au Cap Trinité. Une qui a fait parler beaucoup, c'est celle de Jeff Jean-François Beaulieu, puis oui, donc Jean-Pierre Ouellette. La première ascension en libre des Grands Galets. Les Grands Galets, c'est peut-être la plus belle voie au Cap Trinité. On trouve des grands dièdes comme ça, là, presque parfait. Puis Jeff là, et puis oui se sont entraînés là, un été au complet à répéter là, les mouvements de cette voie-là, un petit peu comme des gymnastes qui s'entraînent pour une routine. Là. Puis à la fin de l'été, au mois de septembre, ils se sont sentis prêts. Ils sont partis d'en bas, puis ils ont réussi à enchaîner là, les Grands Galets en libre. Ça donne dans le 12 plus, 13 moins. C'est un exploit qui est très rarement répété. Là. Encore aujourd'hui, on peut le compter. Là. Sur les doigts de la main, le nombre d'ascensions libres complètes des Grands Galets. 9e, je voulais vous parler après ça des premières 5-14. Donc, c'est là que la difficulté a continué au début des années 2000. Quand moi, j'ai commencé à grimper là, en 2005, là, c'est des nouvelles comme ça qui faisaient l'actualité, les premières 5-14 au Québec. Ici, c'était un grimpeur de l'Estrie qui s'appelle Mathieu Fontaine. Donc, Mathieu a grimpé beaucoup à Orford, qui était, je vous le disais tout à l'heure, une falaise qui était presque entièrement développée, qui s'est presque entièrement vue développer en escalade sportive. Donc là, les grimpeurs pouvaient grimper dans un style plus gymnastique, athlétique, se concentrer purement sur la difficulté du mouvement plutôt que sur la protection. C'est dans ce contexte-là là, qu'on a vu les voies, le niveau 5-14 là, apparaître au Québec. Puis à cette époque-là, 5-14, on était dans les niveaux là, proches là, des niveaux les plus difficiles là, au monde. Aujourd'hui, il y a des 5-15 ailleurs sur la planète. Il n'y en a pas encore qui ont été grimpés là, au Québec. Mais ça a été très intéressant de voir là, que chez nous, on avait des voies là, de grande qualité puis des athlètes, des grimpeurs là, qui étaient capables de relever là, de grands défis. Ici, c'est un mélange des styles. Aussi, c'est la zébrée. Toujours à Val-David, Jean-Pierre Ouellette, qui, après avoir grimpé là, les Grands Galets, est allé affronter là, la zébrée. Puis c'est une fissure, donc il a placé ici ses propres protections, plus réussi les mouvements là, athlétiques en 5-14. Donc ça a été un grand moment aussi dans l'escalade au Québec, la première ascension là, libre de la zébrée en plaçant là, les protections. L'impression qu'on avait à cette époque-là, cependant, c'est une période, je peux vous parler de quand moi j'ai commencé à grimper dans les années 2000. Les gyms d'escalade étaient en train de se développer. On parlait beaucoup d'escalade de blocs, d'escalade sportive, de difficultés. Mais c'était un petit peu comme si le côté aventure de l'escalade, de partir sur des très grandes falaises, là, avait été un petit peu laissé de côté. Donc, je conclus avec un grand moment qui s'appelle, un chapitre dans le livre que j'ai appelé « La renaissance de l'escalade d'aventure ». Parce qu'il y a eu un regain d'énergie. Dans le fond, l'ADN du Québécois, c'est d'être un coureur des bois. Donc, on est devenu le coureur des bois, on est passé le coureur de glace, coureur de falaise. Puis, le moment, le premier buzz qu'il y a eu, que je retrace, c'est la découverte d'une falaise en Mauricie qui s'appelle Tawachiche. Donc, il y a un homme qui s'appelle André Baudouin. André était parti faire un voyage de pêche avec ses chums comme ça. Puis il a aperçu cette falaise-là. C'est une falaise qui était fissurée, de grande qualité, puis tout ça, il y a à peu près 2 longueurs de corde. Puis il a fait un appel à tous là, aux aventuriers du Québec pour venir ouvrir des voies à Tawachiche. Puis ce qui est le fun là-bas, là, c'est qu'il y a un lac, donc on ne peut pas réellement y aller à pied. Il faut soit faut prendre un canot. Donc, il y a un petit aspect, là, partir à l'aventure, partir en canot, ouvrir des voies, les nettoyer. Puis
dans un espace de 2, 3, 4 ans, là, il y a eu une grande effervescence pour le développement de Tawachiche. Il y avait des trésors cachés là. C'est à peu près à mi-chemin entre Québec, Montréal, Sherbrooke. Donc, à peu près toutes les gangs là, étaient intéressés puis proches là, pour aller y ouvrir des voies. Puis ici, c'est Yannick Gérard, au mois de mars. Donc, lui voulait être le premier cette année-là, ce printemps-là, à aller grimper du rocher là, à Tawachiche. Puis il traîne un canot parce qu'il ne savait pas si le lac allait caler pendant, pendant la journée. Donc là, on voit vraiment quelqu'un qui est motivé là, par son instinct là, de grimper puis d'ouvrir. Je peux vous parler de Patrick Brouillard aussi. Ici, c'est dans les Hautes-Gorges. Donc, les Hautes-Gorges sont devenus très connus pour leur escalade de glace, mais l'aspect escalade de rochers a été délaissé un petit peu. Donc, il y a eu quasiment un gap de 40 ans là, pendant lequel il y a eu peu de nouvelles escalades, voies développées là, en rocher là, dans les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Puis il y a eu, dans la dernière décennie, là, un regain d'énergie, puis je dirais mené là, par Patrick Brouillard puis Charles Lacroix là, qui se sont attaqués à peu près à toutes les grandes falaises là, des Hautes-Gorges. Donc, c'est comme ça que je voulais boucler la boucle avec, avec la rencontre de Jean Sylvain, là, qui a été l'idée initiale, là, l'étincelle pour écrire le livre. Puis je veux conclure avec des remerciements. Vous vous doutez qu'un historique là, comme ça, un livre de 300 pages, documenté, ça ne s'écrit pas tout seul. Je n'aurais pas pu faire ça seul dans mon sous-sol. Donc, il y a eu énormément de grimpeurs là, de toutes les générations, de tous les âges, qui ont contribué là, à la concrétisation de ce projet-là. Ce qu'on voit là, c'est quand j'ai lancé le livre, j'ai fait 4 lancements, une mini-tournée dans différentes régions. Puis c'était vraiment des moments super là, où j'ai pu remercier tous ces gens-là là, qui ont contribué à me raconter leur histoire, à m'ouvrir leurs archives, partager leurs photos là, pour en faire là, un tout là, cohérent. Je veux remercier 2 personnes qui ont joué un rôle crucial aussi. Brigitte Paradis, qui a fait la révision linguistique de Roche-Glace et Fleur-de-Lysée pour donner une qualité là, du français. Puis F. Drouin, qui a fait le site web hugodrouin.com. Ça permet là, au livre d'être connu. Donc, je conclus là, avec ça. Quand les gens me commandent un livre là, sur hugodrouin.com, je le dédicace tout le temps. J'ai un site web aussi, Roche-Glace et Fleur-de-Lysée, Hugo Drouin. Je travaille là, sur des idées d'écriture dont j'ai hâte là, de vous parler. Donc, les prochains projets qui s'en viennent, là, qui sont aussi là, liés à la montagne. Alors, merci Hugo, c'était assez intéressant. And thank you, Hugo. It was very interesting. I'm not a climber myself. I just learned so much. So we'll have some time now for Hugo to take some questions. So on a du temps maintenant pour des questions, des réponses. Tu peux open your cameras and your mics. Tu peux ouvrir tes caméras, tes micros. If you'd like to ask Hugo a question. And also, we do have the book available to borrow through the library. I'm sure it's also in the library system where you are in Quebec. And if not, you should ask your local librarian to purchase it. Alors, si c'est probablement dans tes bibliothèques, mais peut-être tu peux demander à ton bibliothécaire pour acheter si ce n'est pas. Alors, Hugo est prêt pour des questions, si vous avez. Oui, j'en vois une. Il y a quelqu'un qui me demande de remettre une photo des Grands Galets. Donc, je vais repartager les Grands Galets, là, qui est une voie du Cap-Trinité. OK, bien là, j'avais 2 photos des Grands Galets, c'en est une des 2. C'est Martin. Est-ce que, Martin, tu avais une question particulière par rapport aux Grands Galets? Bien, si tu as des anecdotes à nous raconter, c'est tellement une voie qui est impressionnante. Comme tu as dit tantôt, toi, tu as dit c'est notre Everest, mais je dirais plutôt c'est notre El Capitaine. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Oui, encore mieux. C'est notre El Capitaine au Québec. Disons que peut-être un tiers, on dirait, de la fameuse voie mythique de Yosemite, mais c'est quand même un tiers ou peut-être plus même. Mais c'est quand même un mur extrêmement impressionnant lorsqu'on est en kayak sur le Saguenay, dans la baie Éternité.
de voir un grimpeur minuscule. J'ai eu l'occasion d'en voir un en septembre cette année, Tom Kanak, qui se promenait un petit peu à gauche de Grand Galet et en solo en plus. Et c'est impressionnant de voir quand tu prends une photo, que tu fais une petite vidéo de ça, de zoomer à l'extrême au maximum de ton appareil, d'aller chercher le grimpeur et ensuite d'avoir la voie, le shear, toute la falaise au complet, de faire son zoom out et de voir l'immensité de cette paroi-là. Alors, je suis sûr que tu as entendu et lu des histoires extraordinaires sur cette voie-là qui se fait avec une approche en canot et les redescentes aussi. Le sentier, je pense, se prend, quand tu as montré tout à l'heure une espèce de topo, on voyait le sentier qui était proche de la voie des Américains ou la voie des La voie Allemands? des Allemands à l'extrême de la face principale. Je te laisse la parole. Raison avec El Capitan, pour ceux qui ont vu le film Free Solo là, avec Alex Honnold, El Capitan, c'est cette fameuse falaise américaine qui a 1000 mètres de haut et qui est complètement verticale. Le Cap Trinité au Québec fait à peu près 300, mais il y a, je dirais, un caractère plus sauvage parce que la roche est un petit peu plus friable en surface. C'est moins fréquenté aussi, donc les fissures peuvent être un petit peu plus sales. C'est plus farouche de grimper le Cap Trinité que sur El Capitan là, pour avoir touché aux deux. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire de la voie des Allemands. Les Allemands, en quelque sorte, ont utilisé d'équipements fixes pour aller chercher les honneurs là, d'ouvrir une voie. Comme anecdote, j'ai une anecdote personnelle que je peux peut-être partager rapidement. Il y a quelques années, j'ai eu l'ambition là, aussi d'ouvrir une nouvelle voie au Cap Trinité. Ça m'a demandé plusieurs visites. Puis avec un ami qui est présent aujourd'hui, on avait nettoyé toute la première moitié là, d'une voie. Puis comme c'est une falaise qui est peu fréquentée, bien, on n'a pas jugé bon d'écrire un message comme s'il vous plaît, personne, allez-y personne, on est en train de travailler ici. Puis il y a des grimpeurs d'une autre région du Québec qui sont venus en notre absence et qui ont continué le projet. Ça a fait un petit choc, une petite rivalité, un petit peu comme à l'époque de la voie des Allemands. Puis finalement, on s'est parlé, on est rendu chum, puis on a fini le projet ensemble. Mais c'était drôle de revoir l'anecdote historique là, se reproduire un peu. Très bien, très intéressant. Je vois Est-ce que quelqu'un a une autre question? Kevin Vigneault? Oui, hello Hugo, merci de la présentation. J'étais curieux de savoir, on dirait qu'à chaque époque, il y avait une espèce de défi, comme il y avait la guerre entre le trad et le sport, il y avait ensuite avant ça, le passage de l'artif à l'escalade libre. Est-ce que tu penses que Super la boule de cristal, le défi pour en 2022, pour comme notre décennie 2020 à 2030, cette nouvelle phase de l'histoire d'escalade? Ah, c'est tellement une bonne question. L'escalade n'a jamais été aussi populaire. Hein. Maintenant, on peut faire du sport-études escalade. L'escalade est aux Olympiques. Je vais parler d'accès parce que nos sites, là, il y a beaucoup de pression sur nos sites d'escalade, surtout ceux qui sont proches là, des villes, des villages, des quartiers résidentiels. Puis on a vu malheureusement pendant la pandémie mais des sites là, fermés parce qu'il y avait trop de monde, trop de bruit. Les infrastructures n'étaient pas prévues pour recevoir autant de monde. Donc, je pense qu'il y a un gros défi là, du côté de gérer la croissance là, de l'escalade puis préserver les accès. Dans la région de Québec, il y a une falaise où on grimpe depuis 30 ans qui a fermé cette année, là, Val-Bélair. C'est un drame là, dans le milieu de l'escalade. C'était au NAM l'année passée. Je poser des questions ensuite à ça. Tu penses-tu que ça va... Tu parlais qu'on a un peu séparé de l'escalade d'exploration, puis on va un peu plus pour le confort des falaises pas de chez nous, mais est-ce que tu penses que la fermeture de ces sites-là va ramener plus d'emphase sur l'escalade d'exploration? Le monde va plus sortir des gyms puis aller faire des longues randonnées pour trouver des falaises dans l'arrière-pays. Tu penses que ça va enchaîner avec ça? Je pense que c'est une question de nombre. S'il y a plus de grimpeurs, il y en a plus qui vont sortir des sentiers battus. Puis on le voit déjà en escalade de glace, l'escalade mixte,
depuis que les Hautes-Gorges sont ouvertes, là, mais les gens se rendent de plus en plus loin dans les falaises, dans les vallées là, parallèles aux Hautes-Gorges. On a un territoire immense au Québec. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de trésors cachés à déceler. Ouais. En tout cas, j'ai hâte d'en parler plus avec toi. Merci. Je laisse la place aux autres. Il y a une question dans le chat. OK. Quand vous partez un projet pour ouvrir des voies, est-ce que vous l'enregistrez quelque part, comme à la FQME? FQME, la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. C'est une très bonne question. À l'époque, je dirais qu'à l'époque, c'était quand il n'y avait pas beaucoup de grimpeurs, il n'y avait pas de règles. Donc, les gens ouvraient une voie, puis après ça, peut-être la dessinaient, lui donnait un nom, attribuait son niveau de difficulté. Puis, avec le temps, se sont développés ce qu'on appelle des topos. Là. Ce sont des livres où on voit des photos ou des dessins des falaises, puis on est capable d'y voir les voies existantes avec leur nom, leur niveau de difficulté, comment se rendre à la base. Donc, il y a toutes sortes de livres, puis maintenant, on en trouve sur des topos, sur des applications. Maintenant, quand on ouvre des nouvelles voies aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup il y a beaucoup de grimpeurs. Donc, si on est en train d'ouvrir sur une falaise où, par exemple, la fédération joue déjà un rôle au niveau de la gestion de la falaise, mais effectivement, ça prend un brevet pour installer les ancrages, puis on doit s'associer à la communauté, aux gens locaux, puis tout ça pour le faire. Quand on est dans un terrain d'aventure, par contre, loin dans le bois, on est plus libre. Je vois une autre question. Une question d'Édouard. Est-ce que le Québec a eu les mêmes difficultés de la transition du trad au sport comme aux États-Unis? Je vous parlais tout à l'heure de l'arrivée de la bolt. Ça a soulevé toutes sortes de questionnements éthiques. Là. Oui, on peut grimper des nouvelles sections de rochers. On ne pouvait pas protéger avant, mais peut-être qu'on tue un petit peu l'engagement, l'aventure. Puis il y a eu ce qu'on appelle la guerre des bolts là, aux États-Unis, où je pense au Connecticut, où à cette époque-là, il y a carrément quelqu'un qui allait couper les ancrages fixes là, c'était sa façon de s'exprimer. Au Québec, ça a été plus limité. Là. Il y a une région que je connais où il y a eu un petit peu de friction, mais de façon générale, puis c'est sûr qu'il y a toujours des discussions, là, mais de façon générale, il n'y a pas eu de guerre des boats au Québec, comme il y en a eu une à certains endroits aux États-Unis. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat, sinon gênez-vous pas au micro. Ah, Jacques Lamontagne. Je viens d'arriver sur le site. As-tu parlé de mon dada favori, ouverture Ground Up? Donc, Jacques, qui est présent aujourd'hui, c'est lui qui était déguisé en Bolt. Quand j'ai parlé, j'ai montré Jacques la photo où tu étais déguisé en Bolt. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une diversité dans la façon de développer des nouvelles voies d'escalade. Quand on parle d'aventure, ground up ou à partir du bas, c'est quelque chose que moi, personnellement, que je trouve super stimulant, c'est qu'on trouve une falaise vierge. On est capable de voir une ligne ou un passage qui serait potentiellement, qui est invitant, qui ferait une belle voie d'escalade. Puis là, on part d'en bas. Puis là, il y a toutes sortes d'obstacles naturels. Il y a de la mousse, il y a des rochers. On court certains risques. On essaie de protéger le mieux qu'on peut, mais on ne sait pas si ça peut se faire de façon parfaitement sécuritaire. On continue. Ça se peut qu'on mette la main sur un nid d'abeilles. J'exagère, mais à peine. On ne connaît pas le niveau de difficulté dans lequel on vient de s'engager. Donc là, on est comme vraiment dans l'inconnu pur. Puis pour certaines personnes, mais il n'y a pas de façon plus pure, justement, d'ouvrir une voie d'escalade. Puis il y a d'autres méthodes d'ouverture où on va plutôt aller installer une corde en haut complètement de la paroi, puis on va la nettoyer, on va l'aménager, la paroi, avant de la grimper. De façon générale, mais on crée des voies qui sont plus durables. Comme ça, on peut l'inspecter puis déterminer si ça vaut la peine d'être grimpé. Installer des ancrages fixes aux endroits optimaux.
Puis ensuite, quand tout est propre, quand tout est parfait, quand la falaise est bien aménagée, mais c'est là qu'on part d'en bas, puis on la grimpe en premier cordée. Donc, je pense qu'il y a une différence entre ouvrir une voie puis aménager une voie. Puis ces deux styles d'ouverture qui ont leur place, puis qui cohabitent. C'est certain que si on est dans un site hyper fréquenté, fédéré, puis tout ça, c'est peut-être pas la place pour aller faire tomber des blocs lousses sur, je ne sais pas, des grimpeurs qui sont en train de faire un pique-nique pas loin en bas. Il y a des terrains d'aventure qui sont plus propices à ça. Donc, je pense que chaque méthode d'ouverture a ses mérites et a sa place. Ensuite, Madeleine qui demande « Je n'ai pas encore la chance d'avoir ton livre, mais je demande s'il aborde le rôle de la FQME dans toute cette exploration et ce développement et son rôle actuel et à venir. » Donc, la FQME, la Fédération québécoise de la montagne et d'escalade, c'est une fédération qui a vu le jour au tournant des années 70, puis qui joue la fédération sportive qui joue le rôle d'encadrer la pratique du sport au Québec. J'ai parlé un petit peu de la fondation de la fédération, je l'aborde plus en détail dans le livre. Volontairement, je dirais, je n'ai pas trop abordé ces aspects-là qui sont plus organisationnels dans le livre. J'ai mis beaucoup l'accent sur les premières ascensions, sur la découverte des falaises, de développement des voies. Donc, je pense que ce serait un nouveau chapitre à explorer le rôle de la fédération. Ensuite, des anecdotes Viviane demande des anecdotes que tu as eues. Est-ce qu'il y en a qui ont mentionné des sections de falaises qui ne sont plus là ou des voies qui ont disparu? Sections de falaises plus là ou des voies disparues, peut-être que vous faites référence à des chutes de rochers. Curieusement, ça n'arrive pas tant que ça, les chutes. Les chutes de rochers, c'est rare qu'une voie disparaît complètement. Ce qui arrive plus souvent, par contre, c'est les défis d'accès. Donc, ça se peut qu'il y a une communauté de grimpeurs ou des grimpeurs s'investissent pour développer une paroi, puis finalement, pour une raison ou une autre, mais comme la paroi se retrouve soit sur une terre privée ou une terre publique qui a une vocation particulière, mais ça arrive qu'il y a des falaises qui ferment parce que son gestionnaire de la falaise, pour une raison ou une autre, décide qu'il n'y a plus d'escalade là. Donc oui, au cours de l'histoire de l'escalade au Québec, des fois, il y a eu des grands moments, des grandes réalisations sur des falaises où on n'a plus le droit de grimper aujourd'hui, malheureusement. Oui, allô? Bonjour, Charles. Bonjour. J'aurais une question plus personnellement. Toi, est-ce que tu es pour la promotion des topos publics pour promouvoir un peu l'ouverture de l'escalade au grand public, ou est-ce que tu aimes mieux un peu la voie en cours où c'est plus la promotion des topos à acheter ou en format de livre? C'est une super bonne question. J'ai jamais pensé à ça. Tu veux dire public dans le sens open source, là, un petit peu comme... Oui, un peu comme Mountain Project, là, exemple. Oui. Il va falloir que j'y pense. Honnêtement, à brûle pour point comme ça, je n'ai pas d'opinion sur la question. Désolé. C'est bon. C'est une question que je me posais justement parce que souvent je fais des recherches. Là, en ce moment, c'est pour de la glace. Puis il y a le livre de référence, la Bible, qui est introuvable nulle part. Donc là, il faut un peu improviser pour essayer de trouver des endroits. Fait que c'est une question que je me posais aussi. Oui, tu sais, dans le fond, une voie d'escalade, c'est un bien collectif. Ça n'appartient pas à une personne en particulier. Quand un ouvreur cède la voie à la communauté, ça devient un bien collectif, puis pour longtemps. Maintenant, tu sais, quand je parlais de Stéphane Lapierre tout à l'heure, qui est un auteur qui s'est investi pour écrire des topos, puis c'est des gens qui
qui font ça quasi bénévolement, même s'il faut payer pour le livre. Tu sais, ça ne couvre pas là, les milliers d'heures que ça a pris pour rassembler la documentation. Une question tu sais, de reconnaître cet effort-là, ou c'est une forme, si je peux dire, de propriété intellectuelle aussi. Fait que je ne sais pas, je suis partagé entre l'ouverture de l'information, puis il va falloir que j'y pense plus longuement pour me faire une opinion complète. C'est bon, merci de ta réponse. Lisanne demande, c'est un remerciement. Est-ce possible de mettre le lien pour se procurer votre livre dans cette barre de conversation? Oui, vous le pouvez. Différentes bibliothèques l'ont. Sinon, mais je vais mettre mon site web, c'est pas compliqué, c'est mon nom. C'est hugodrouin.com. Écoutez, ça fait le tour. N'hésitez pas de me contacter en privé. Je suis facilement trouvable sur les médias sociaux. Oui, Hugo, je crois qu'il y a Kevin qui demandait si le cran des érables est fermé de manière permanente. Le cran des érables, c'est l'immense falaise, une des immenses falaises que je vous ai montrées en début de présentation. Là, ça a pratiquement 1 km de long par 300-400 mètres de haut. C'est vraiment un joyau. Puis, je dirais qu'il y a une politique controversée qui entoure le cran des érables. C'est que après les premières ascensions des années 70, on était dans une époque, là, vraiment, où le mouvement environnementaliste était très fort. Puis il y a eu la loi sur les réserves écologiques qui est arrivée. Donc, c'est une loi qui est censée protéger les sections de territoire du développement forestier, du développement minier, là, des activités industrielles. Donc, le cran des érables est maintenant englobé dans une réserve écologique. On n'a plus le droit d'y mettre les pieds sous peine de lourde amende. Puis là, j'ai un avis. Tantôt, je n'avais pas d'avis sur les topos. Là, j'ai un avis sur les réserves écologiques. Je pense que les politiques actuelles sont trop radicales. Donc, on veut se protéger des activités industrielles, mais je pense qu'on devrait permettre des activités récréatives comme l'escalade, la randonnée, des activités à faible impact là, dans ces endroits-là. Justement pour sensibiliser les gens à l'importance de la protection du milieu naturel. Donc, là, on a un cadre législatif là, qui est très, malheureusement là, très lourd. Alors, Hugo, on a une autre question. Quelle a été la place des femmes dans l'ouverture des voies au Québec? C'est une très bonne question, puis je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Est-ce que je vous ai présenté quasiment une histoire là, de gars là, depuis le début? Il y a des femmes qui grimpent en escalade depuis les tout débuts. Je vous parlais de John Brett tout à l'heure, qui était le premier grimpeur au Québec, mais John Brett a grimpé avec tous les membres de sa famille, dont sa femme. De toutes les époques, il y a eu des femmes qui ont grimpé. Au niveau de l'ouverture, il y a eu, je dirais que je m'explique pas bien le phénomène, mais il y a eu quelques ouvertures féminines, mais quand on regarde, disons, qui a amené les nouveaux styles ou a poussé le niveau de difficulté plus loin, est allé explorer le territoire encore plus loin, c'est habituellement les hommes. Fait que ça, ben moi, j'espère que ça va changer. On est à l'ère aussi de l'inclusivité. Donc maintenant, il n'y a plus de barrières pour faire de l'escalade. Donc, ce que j'espère, moi, voir dans le futur, c'est de plus en plus de femmes qui s'impliquent. Puis oui, Jacques Lamontagne m'envoie un nom, c'est celui de Anne-Marie Cournoyer. Donc, Anne-Marie, qui a été très active dans les années 70, a fait partie d'une équipe qui a ouvert une voie au Cap-Trinité. Puis elle a grimpé beaucoup de glace aussi avec son compagnon de cordée, là, José Dionisio. Donc, il y en a des exemples. Je pense à Martine Lavallée dans les Laurentides. Donc, si on cherche, c'est certain que les femmes ont eu leur place. Puis, je souhaite qu'avec tout ce qu'on voit de nos jours, mais qu'elle continue à en prendre de plus en plus. OK. Alors, merci à tout le monde pour participer à la belle discussion et aussi pour ta patience avec ma langue secondaire. C'est bon d'avoir toutes les personnes de Québec et aussi de Nouveau-Brunswick de participer. Merci aussi
Hugo d'être avec nous et de Nadine qui vient de la bibliothèque qui vient du Edmundston. Elle est avec nous autres aussi dans mon équipe. So thank you everyone for joining us, that we could do this in both languages in 2 provinces, and we're very lucky to have Hugo here. And you can reach out to Hugo through his website if you have any questions. Alors, tu peux contacter Hugo sur son site web si vous avez des autres questions. Merci à tout le monde de participer et être avec nous ce soir. Bien, Jen, merci à toi et à ton équipe, puis merci aux bibliothèques du Nouveau-Brunswick d'avoir organisé l'événement. D'accord. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonne grimpe.